entre nous ou les il est global? participants. Non, le chat, il sera global. Eh ben, bonjour à toutes et tous. Bienvenue sur le dernier webinaire qui précède les rencontres d'Emploi pour tous donc le webinaire qui est aujourd'hui consacré au sujet de comment les collectivités, notamment les municipalités, mais pas que, peuvent contribuer à la lutte contre le sans-abrisme. Donc, c'est un webinaire qui est le dernier d'une série de trois et qui précède la rencontre donc, prévue le 27 novembre, qui aura lieu donc à Grenoble en partenariat avec plein d'organisations et qui sera autour du sujet, la rencontre du 27 novembre sur Municipal 2026 et si le logement faisait vraiment partie du programme. Donc on vous invite toutes et tous à vous inscrire si vous êtes disponible le 27 novembre matin. Et le lien sera repartagé dans le chat et la conversation. Pour ce webinaire, petite précision, vous n'avez a priori pas accès à vos caméras et à vos micros. Voilà, par contre, il y aura quand même des temps de questions-réponses possibles. Donc, vous pouvez les poser soit dans la conversation, dans le petit onglet Q&R, et on pourra rebondir là-dessus en fin de webinaire. Le webinaire, il est prévu pour 1 heure, donc à 9h30, normalement, on aura terminé. Et ben, ça va être temps de présenter un petit peu les participants. Donc, je me présente moi-même, Justine Hermann. Je travaille à la Fédération des acteurs de la solidarité Auvergne-Rhône-Alpes sur les sujets de la veille sociale, de l'hébergement et du logement. Et j'ai le plaisir d'accueillir ce matin trois participants pour ce webinaire. Donc, ils vont se présenter à tour de rôle. Mais donc, on aura Nicolas Mazard qui est chargé de mission à l'Envita, va nous expliquer le rôle aussi de cette organisation. David Travers, qui est élu du côté de Rennes. Et nous accueillerons aussi Emmanuel de l'association 1-3-1 droit à Rennes, qui nous rejoindra un tout petit peu plus tard. Voilà. Je vous laisse peut-être la parole déjà pour vous présenter, Nicolas, David, avant de démarrer les questionnements de ce webinaire. Merci beaucoup, Justine. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis Nicolas Mazard. Je suis chargé de plaidoyer et de formation à l'Anvita, Association nationale des villes et territoires accueillants. Et bonjour à toutes et tous, David Travers. Donc moi, je suis adjoint à la maire de Rennes, délégué à la solidarité depuis 2020, premier mandat de ma vie. Je suis par ailleurs de fait vice-président du CCAS de Rennes. Dans la vie professionnelle, je suis médecin aux urgences du CHU et je déclare un lien d'intérêt direct avec l'intervenant précédent, puisque j'ai intégré il y a quelques mois le conseil d'administration de l'Envita. Super, merci beaucoup. La première question de ce webinaire, elle est adressée à l'Envita avec un vaste sujet, mais qui est aujourd'hui comment les collectivités, elles se mobilisent pour lutter contre le sans-abrisme et quelque part, quelles sont les différentes expériences locales et en fait les différents leviers qui sont activés par les collectivités pour essayer de lutter contre le sans-abrisme. Qu'est-ce que vous pouvez observer, vous, finalement, à l'Envita et peut-être rappeler un petit peu du coup ce qu'est l'Envita pour le coup. Ouais, peut-être pour commencer, effectivement. Question vaste. Alors, l'Anvita, en fait, c'est pour Association nationale des villes et territoires accueillants. C'est une association qui existe depuis 2018, donc qui est assez récente. Et c'est surtout un réseau, en fait, un réseau de collectivités locales et d'élus locaux qui souhaitent se mobiliser en faveur de l'accueil inconditionnel sur leur territoire. Du coup, accueil inconditionnel pris dans son sens, on va dire, de l'action sociale, hein. Toute personne qui est présente sur le territoire a le droit de bénéficier de dispositifs de soutien, de solidarité, d'aide, si elle en a le besoin, et puis doit pouvoir bénéficier de ses droits aussi, de manière inconditionnelle. Et du coup, cette association, elle s'est créée en 2018 sous l'impulsion d'un maire, hein, le maire de Grande-Synthe à l'époque, qui s'appelle Damien Carême, qui est aujourd'hui eurodéputé, et en fait qui était confronté sur sa commune, Grande-Synthe, donc à côté de Calais, hein, sur le littoral calaisien, à une situation indigne de campement, avec des personnes exilées qui cherchent à passer au Royaume-Uni, du coup qui a été maintenu dans des conditions vraiment indignes
un bidonville, quoi. Et en fait, il a été choqué par l'inaction des autorités, hein, qui laissaient faire, en gros. Et du coup, il a décidé de monter sur sa commune une expérimentation qui était un camp aux normes HR, aux normes au commissariat aux réfugiés, sur l'espace de sa commune, administré par des organisations de solidarité, des ONG, et qui permettait en fait de monter, on va dire, au niveau au moins assurer les besoins fondamentaux des personnes qui vivaient sur ce camp. Par exemple, les enfants, permettre la scolarisation des enfants, permettre un ramassage des déchets, permettre aussi un accès avec des permanences pour les aides sociales et ou les aides alimentaires, médicales, etc. Et du coup, d'avoir vraiment un dispositif qui permette de sortir un peu les personnes de la plus grosse misère et d'avoir un petit peu de dignité, quoi. Et du coup, ça a été un peu un point de départ sur une réflexion qui consistait à dire, à cette période-là, on est du coup peu après 2015, où il y a eu ce qu'on appelait la crise migratoire, mais qui a bien des égards était plutôt une crise de l'accueil. En fait, cette réflexion-là qui consistait à dire que on voit que l'État se désengage de plus en plus de ces questions-là, de l'accueil des personnes exilées, de l'accueil de manière générale sur les territoires, que les associations de terrain, en fait, elles œuvrent beaucoup, elles font énormément, avec leurs moyens qui sont quand même assez limités, et surtout avec une crise aussi du bénévolat et du mal à se renouveler. Donc on arrive un peu au bout de ce que peuvent proposer les associations de terrain. Et donc, dans cet espace-là, dans ces conditions-là, en fait, il fallait qu'un nouvel acteur se mobilise sur ces enjeux d'accueil inconditionnel et d'hospitalité. Et du coup, le pari un peu de l'Envita, c'est de se demander est-ce que ça peut être pas être les collectivités en fait qui prennent en charge un peu aussi cette fonction-là pour faire en sorte que les personnes ne dorment pas à la rue et qu'elles puissent bénéficier au moins d'un droit à l'hébergement, un droit au logement. Donc ça a été un peu le point de départ. Donc en 2018, il y a 9 villes fondatrices qui lancent l'association. Aujourd'hui, en 2025, on est monté à 90 collectivités membres. Et du coup, quand on dit collectivité, c'est communes, communauté de communes, métropole, département et région. Mais bon, l'essentiel, on va dire, des membres, c'est quand même des collectivités de type municipalité et communauté de communes, interco. Quand on parle de l'hébergement et du sans-abrisme, on va dire que c'est souvent c'est la première problématique qui est à traiter sur ces sujets-là. En fait, c'est à partir du moment où on permet à des personnes de sortir de la rue et d'avoir un logement, qu'on peut démarrer en fait tout le reste, tout l'accompagnement qui reste. Le logement, c'est la première des priorités. Et en fait, on a des collectivités qui viennent aussi nous voir à l'Handicap parce que en fait, elles se retrouvent avec des situations de campement, des situations de vie à la rue, et qu'elles ne savent pas forcément comment mettre en place des choses, ou qu'elles ont besoin de conseils, ou qu'elles ont besoin de se mettre en relation avec d'autres collectivités, justement, qui ont déjà travaillé sur ces questions-là et qui ont une expérience à partager. Et du coup, c'est un des biais d'entrée, on va dire, au sein de notre réseau. C'est des collectivités qui sont confrontées concrètement à ces sujets-là. En sachant que il faut le rappeler quand même, hein, l'hébergement, c'est pas du tout une compétence des collectivités à la base. C'est a priori une compétence de l'État. C'est le Code de l'action sociale et des familles, article 345-2, qui le rappelle. Le problème, c'est que cette compétence, elle est de moins en moins exercée par l'État et surtout, en fait, on a un sous-dimensionnement assez chronique des dispositifs d'hébergement d'urgence. On voit que partout, en fait, le 115 est saturé. De plus en plus, en fait, en tout cas dans la majeure partie des grandes métropoles qui sont, pour la plupart membres de l'Anvita en plus, on a un peu cette position de vision panoramique sur ce qui se passe. On voit que ça crée des problèmes partout. À la base, c'était très centré sur la région calaisienne et l'Île-de-France. Et en fait, là, de plus en plus, en fait, on a des campements qui s'établissent dans toutes les principales grandes villes de France, quoi. On a des indicateurs aussi hein, qui reviennent tous les ans, que ce soit ceux de la Fondation pour le logement des défavorisés sur les plus de 300 000 personnes sans abri, que ce soit aussi
le baromètre des enfants à la rue de la FAS et de l'UNICEF à la veille de la rentrée, où on sait qu'il y a plus de 2000 enfants à la rue en France. Et en fait, ça ne fait qu'augmenter, quoi. Donc il y a vraiment cette question-là de comment on arrive à déjà pallier à l'urgence, parce que en fait, ça revient à ça, hein, finalement. Et puis là, on est dans une période où il commence à faire froid, on voit que c'est des sujets qui se posent de plus en plus. Ouais. Est-ce Donc, que tu dans la pourrais nous donner ouais, peut-être aussi des exemples de du coup comment les ouais, complètement. collectivités, quels leviers elles mobilisent, des Ouais, expériences locales? Il y avait plusieurs leviers, je crois, mobilisés par tout à l'Envita et les fait. collectivités, à la fois l'urgence sociale, mais d'autres expériences aussi. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Ouais, tout à fait. Euh, la première des, la première des actions qui peut être mise en place par une collectivité, c'est déjà de faire un état des lieux de son foncier propre, parce que c'est souvent un point absent, on va dire, ou quelque chose qui n'est pas forcément fait dans toutes les collectivités. C'est l'idée de libérer du foncier, parce que c'est toujours la difficulté pour les dispositifs d'hébergement et de logement, c'est d'avoir du foncier disponible pour mettre en place des projets. Et en fait, ce qu'on a pu remarquer, c'est il y a pas, c'est pas forcément quelque chose qui est fait directement par une équipe municipale quand elle arrive en place, d'avoir un état des lieux de quel est le foncier disponible sur ma commune et qu'est-ce que, en fait, je peux mettre vraiment à disposition de l'association pour monter des projets d'hébergement et de logement. Donc, un des premiers réflexes, on va dire, en tant que collectivité, c'est de faire ce travail d'état des lieux pour voir quels sont les logements qu'on va pouvoir, enfin, les espaces qu'on va pouvoir ensuite dégager pour faire des dispositifs d'hébergement de logement. Typiquement, ça va être les logements de fonction des instituteurs dans les écoles. On sait qu'ils sont de moins en moins utilisés à l'heure actuelle et pourtant ça fait des espaces tout à fait habitables en l'état. Donc c'est des espaces qui peuvent être mis à disposition assez facilement, soit gérés en direct par les collectivités via leur CCAS, soit par le biais de conventions avec des associations qui peuvent, elles, mettre ensuite à disposition de personnes qui en ont besoin. Donc ça, c'est une des étapes fondamentales. Et après, il y a différents strates, on va dire, de dispositifs qui peuvent être activés par les collectivités. Il y a des dispositifs un peu souples sur l'espace public qui peuvent être créés. Je pense par exemple à Strasbourg, il y a un espace de la ville qui a été mis qui a été mis à contribution, on va dire, où on a mis des tiny house, une série de tiny house qui a permis justement de débloquer un peu de foncier et permet de sortir de la rue des personnes et de aussi visibiliser la situation, quoi. De ne pas invisibiliser, c'est toujours quelque chose qui est assez intéressant aussi de pouvoir faire ça, parce que il y a toujours cet enjeu d'avoir un discours autour de ça, de rappeler qu'il y a une action qui est nécessaire. Il y a aussi le fait de travailler en réseau avec justement des acteurs qui ont du foncier, qui détiennent du foncier, parce que les collectivités peuvent détenir du foncier, mais après, on peut être assez vite limité une fois qu'on a mis à disposition l'ensemble de ce qu'on peut faire. Et du coup, il y a des acteurs auxquels je ne pense pas nécessairement qui peuvent débloquer des choses. Je pense à l'Église, par exemple, qui est quand même une grande propriétaire terrienne et qui peut être sollicitée là-dessus. Je pense aussi à avoir des relations qui peuvent être nouées avec des promoteurs immobiliers qui peuvent avoir aussi des disponibilités du foncier à mettre à disposition. Et ça, je pense que ce soit David Travers ou que ce soit un taux, c'est un droit, reviendront assez largement là-dessus. Donc ça peut être un panel de choses qui peuvent être mises à disposition. Et puis, dernier point peut-être, quand tout ça est mis en place et qu'en fait on voit que la situation de blocage ne bouge pas, qu'est-ce qui se passe? Parce que il y a aussi le risque de se dire que vu que les collectivités montent en compétences et prennent en charge aussi l'accueil sur leur territoire pour pas qu'il y ait de situations indignes sur leur territoire, on pourrait dire que l'État peut se dégager de ça en disant bah, très bien, collectivité, allez-y, et faites, et puis nous, ça nous permet d'économiser de l'argent, etc. Et ben, il y a cet enjeu-là de rappeler, de réaffirmer que c'est une compétence de l'État, que c'est à l'État de faire normalement. Et là-dessus, bah, je pense que David pourra revenir sur le sujet, mais il y a un recours qui a été intenté par 5 villes en France, que nous on a appelé ultime recours des villes, mais c'est en fait des recours individuels à l'échelle de chaque territoire, par la ville de Strasbourg, la ville de Rennes, du coup, la ville de Lyon, de Grenoble et de Bordeaux.
Donc l'idée, c'est de faire condamner l'État à rembourser les sommes qui ont été dépensées par les collectivités de manière indue pour faire son travail, quoi, héberger des personnes à la rue. Et ce qui est intéressant, c'est que là, il y a deux décisions qui sont tombées, celle de Grenoble, vous devez en savoir quelque chose, et celle de Bordeaux la semaine dernière. À chaque fois, dans chaque décision, le tribunal rappelle qu'il y a une carence fautive de l'État et de manière prolongée. Donc ça permet aussi de faire évoluer la jurisprudence et de faire en sorte qu'on pointe le problème, l'éléphant au milieu de la pièce, quoi. C'est que en fait tous ces dispositifs-là existent parce que l'État ne fait pas son travail, quoi. Merci beaucoup, Nicolas, pour cette première le panorama qui, je pense, pointe des choses assez concrètes et que les participants n'avaient peut-être pas forcément encore dans leur giron. Et ça fait le lien, du coup, avec David Travers. Est-ce que vous pouvez nous dire comment à Rennes, alors on sait, Rennes, c'est un territoire très engagé depuis pas mal d'années sur les questions de logement, mais qui était peut-être peut-être un tout petit peu moins ou plus récemment sur ces questions de lutte contre le sans-abri de manière très très concrète. Comment est-ce que vous vous êtes engagé dans ce sujet-là? Quels effets est-ce que vous observez sur votre territoire? Et puis, si vous avez aussi quelques conseils en tant qu'élu sur comment on peut convaincre une équipe municipale entrante de s'engager, alors même que c'est pas, comme l'a rappelé Nicolas, au cœur des compétences d'une municipalité. Oui, bien sûr. Alors, c'est facile de venir derrière Nicolas parce que voilà, il a dit vraiment les éléments extrêmement structurants de ce qu'on doit envisager en tant que collectivité. Et d'ailleurs, c'est vraiment aussi la place de l'Envita qui est très forte de ce point de vue-là au niveau national, hein, pour aider les collectivités qui ne sont pas dans l'action spécifique à ça à nous rejoindre. Alors, peut-être préciser deux, trois choses, c'est que on parle, le sujet est le sans-abrisme, mais évidemment, vous comprenez toutes et tous qu'on est en train beaucoup de parler des situations de sans-abrisme, des personnes exilées, et peut-être très particulièrement des personnes exilées en situation de démarche ou de perte de droits. Mais il y a évidemment aussi toute la partie de sans-abrisme, hein, qui est liée aux personnes voilà, à la rue, dans des parcours de vie chaotiques, sans dimension d'exilés. On les oublie bien sûr pas, mais on est sur ce focus-là très particulièrement à l'instant. En fait, je me disais que alors, je vais dire je ou nous, mais je ne m'approprie rien en tant que personne et en tant qu'intelligence individuelle, pas du tout. Ce que je vous raconte, c'est une commande de la maire, puisque c'est le principe, hein, voilà, d'un programme, d'une élection et ensuite de la délégation des fonctions de la maire. Et donc moi, je représente d'abord Nathalie Appéré, qui avait initié toute cette politique sur le mandat précédent. On peut faire beaucoup de choses. On peut faire beaucoup de choses en termes de compétences directes. On peut faire beaucoup de choses en tant que soutien aux associations et aux structures. Et puis, Nicolas l'a évoqué, on peut faire beaucoup de choses avec des choix politiques qui dépassent les compétences. Je pense que tout le monde ici est au fait, ce qui n'est pas un petit sujet d'ailleurs de compréhension de la population sur qui fait quoi, hein, qu'il existe quand même des compétences et que c'est pas juste un sujet de dire c'est à l'autre et que c'est de la faute à l'autre, c'est que c'est un sujet de financement et que à compétence égale financement dédié et que travailler hors compétence, c'est faire des choix politiques qui coûtent, et on l'assume que c'est un choix politique, mais qui coûte en dehors de son propre budget prévu dans le cadre déjà de la réponse à toutes les compétences obligatoires qu'a telle ou telle collectivité, là en l'occurrence la ville. Sur le sujet hébergement d'urgence, je regarde l'heure en même temps, je fais très attention pour ne pas déborder moi-même, d'autant que Nicolas a montré l'exemple. Sur le sujet de l'hébergement. Alors évidemment, je vais enfoncer une porte ouverte, mais une collectivité, elle peut faire beaucoup de choses, et notamment dans le 360 de ses compétences. Et je dirais pêle-mêle que, bien sûr, il y a un sujet d'hébergement d'urgence qui n'est pas la compétence de la ville. En revanche, la participation active au SIAO, hein, c'est un sujet, puisqu'on en fait partie et on est un des acteurs qui y siègent, donc on doit y être vigilant, y compris dans le dialogue avec le SIAO, dans les limites du SIAO, dans la représentation du SIAO sur son territoire, etc., mais aussi dans le dialogue à l'État. Évidemment, les villes et les métropoles ont leur pleine compétence sur l'habitat,
Et le sans-abrisme, on lutte aussi contre en fluidifiant l'accès au logement social. Alors malheureusement, on croise, tout le monde le sait, je l'imagine dans cette vidéo, sinon on ne serait pas là, je pense, une énorme crise hein, du logement social qui est liée aussi à des décisions descendantes nationales hein, qui ont précipité voilà, l'expansion du logement social dans des difficultés qui ont créé aussi cette crise. Hein. Mais il s'agit aussi, et c'est ce qu'on fait à Rennes, pour l'accès au logement, de penser procédure DALO, hein, droit au logement opposable, de favoriser ou de participer ou d'accompagner des dispositifs plus spécifiques, comme je pense un logement d'abord, hein, l'accès au logement le plus vite possible dans des situations de santé mentale difficiles. Et puis dans nos compétences, on a bien sûr l'accès au droit. Et donc les antennes CCAS, par exemple, sont extrêmement, voilà, il faut les développer en ce sens, mais c'est pas un petit sujet, puisque typiquement à Rennes, par exemple, nous avons quasiment triplé en 8 ans le budget des aides facultatives, hein, c'est-à-dire l'aide financière d'urgence aux gens en précarité, en ultra-précarité, et donc aussi à la rue. Il s'agit aussi de développer de manière communale ou en soutien associatif, et là, en l'occurrence, les deux nous concernant, tous les dispositifs de domiciliation, de bagagerie, d'accès à une dignité par l'hygiène, par les douches, etc. Et enfin, j'ai envie de dire d'avoir un 360 sur quelque chose auquel toute collectivité, on va dire de gauche pour faire court, devrait tenir, c'est la tarification solidaire, voire la gratuité en fonction du niveau de difficulté, d'ultra-difficulté, pour ne pas dire précarité. Et donc, typiquement, accueillir, et je reviens aux personnes exilées, notamment, accueillir des gens en extrême difficulté, c'est aussi accepter et avoir les reins financiers pour le faire, d'ouvrir à la scolarité, bien sûr, d'ouvrir à la gratuité des transports, parce qu'en grande précarité, on a besoin de ce pour accéder aux démarches, et c'est pas un petit sujet. Et enfin, parce que c'est pas la cerise sur le gâteau, ça fait partie de l'ensemble, réfléchir à l'accès au sport, loisirs et culture pour l'ensemble des personnes, y compris celles qui sont à la rue ou qui sont en très grande difficulté. Ça se joue du club sportif à l'Opéra, par exemple, la Reine, hein, qui accueille aussi très régulièrement des personnes, y compris à la rue, et que ça, c'est un soutien très fort important. L'autre volet extrêmement important, et ça, c'est un ADN rennais, comme à d'autres endroits évidemment, mais à Rennes, on ne rigole pas avec ça d'un point de vue mandat politique, une fois qu'on rejoint la mer, euh, c'est d'accompagner, de soutenir les associations. Et qu'il s'agit de soutien financier, il s'agit de soutien en termes de locaux, il s'agit de soutien en termes d'équipement ou de gratuité et de mise à disposition d'équipements. Mais il s'agit aussi d'avoir en tant que collectivité, pour aider à tout ça, peut-être un rôle d'animateur interassociatif lorsqu'on le pense nécessaire pour se connaître, pour se répartir euh, les besoins. Je pense par exemple hein, à l'animation interassociative historique à Rennes d'un groupe autour de l'aide alimentaire, puis ensuite des maraudes, pour collectivement penser les trous dans la raquette, qu'ils soient géographiques ou qu'ils soient dans le besoin des personnes, en leur demandant bien sûr leur avis. D'abord, je vais vite, hein, parce que le temps passe. L'autre sujet, c'est un sujet parce qu'il peut être très exigeant, dirait la mère, et je la rejoins sur ce terme, mais il doit exister avec l'État. Couper les ponts n'est pas une option, puisqu'on doit travailler sur de multiples sujets, y compris celui-ci. On peut ne pas être d'accord, on peut être très exigeant, on peut avoir un dialogue par moments difficile, par moments plus souple, mais on doit dialoguer, mais aussi dialoguer, et nous avons une chance importante dans notre territoire, avec la métropole dont la maire est présidente, avec le département, avec la région qui sont de notre même couleur politique, qui quand même certains dialogues, forcément, euh, et aussi d'être en dialogue, voire de participer à des initiatives du territoire. Et je pense chez nous à la construction progressive du réseau territoire accueillant d'Ille-et-Vilaine, mais aussi au niveau national dans Vita, mais aussi France Urbaine ou l'Union nationale des CCS, qui sont des lieux de partage, un peu des groupes de parole, parce qu'il y a des moments difficiles quand même, hein, et donc, ça fait du bien de partager avec les gens qui vivent tout ça, mais aussi, enfin, des sujets de plaidoyer politique, parce que Nicolas l'évoquait,
il faut être en capacité, ne l'oublions jamais, d'être en plaidoyer politique, parce que finalement, ce que subissent les gens à la rue est très souvent, et totalement, on va dire, dans le cas des exilés, un sujet des dégâts de la politique nationale. Je termine. Il me reste 3-4 minutes, c'est ça? Oui, 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 il reste encore quelques minutes. Je termine avec un focus très particulier sur ce qui s'est développé à Rennes. Alors là, pour le coup, de manière extrêmement volontariste, totalement hors compétence, hein, qui est notre dispositif d'accueil des personnes exilées, pas que, mais principalement sans papier, ou déboutés avec plus ou moins QTF. Hein. C'est parti sur le mandat précédent d'un besoin viscéral d'agir contre le drame des enfants à la rue. Et il a été fait sur le programme précédent, le début d'un dispositif qui a pris une ampleur tout autre sur ce mandat-là, qui était de développer un dispositif d'hébergement qui a largement dépassé l'hébergement pour mettre les enfants à l'abri. Et principalement, enfin, la situation d'enfants à la rue, elle est quasi exclusivement, en tout cas chez nous, liée au sujet des personnes exilées. Et donc, il s'est développé effectivement une centaine de places, puis une centaine d'autres places, et ainsi de suite. Et nous en sommes actuellement, à l'heure où je vous parle, à 950 places à peu près chaque jour. La ville héberge à ses frais 950 personnes, toutes des familles avec enfants. Progressivement, ce dispositif s'est construit en allant chercher des lieux vacants et aussi en industrialisant un concept qu'on a trouvé qui existait, mais qui n'était pas utilisé par les collectivités, des comodas, c'est ce qu'évoquait Nicolas. C'est-à-dire que dès lors que l'on repère, et on a un service qui est attaché à ça, des lieux vacants, voire vacants, et très souvent de manière intermédiaire, typiquement des projets immobiliers dont peut-être la plupart des auditeurs savent hein, qu'ils prennent des mois, des années le plus souvent, et bien d'utiliser en fait l'habitat qui va être soit démoli, soit remodifié lorsque le programme immobilier va commencer, en l'occupant de manière structurée avec un contrat, et tout le monde y gagne. Parce qu'en fait, le lieu, finalement, quelque part, il ne se dégrade pas de la même manière qu'il est occupé au bon sens du terme, il n'est pas occupé au mauvais sens du terme. Une asso ou la ville ou la métropole en sont garants auprès du propriétaire et le gère. Et au bout, il est rendu. Il est rendu pour ce qu'il va devenir. Alors évidemment, ça entraîne la nécessité de créer vraiment une ingénierie de renouvellement, puisque ces biens sont transitoires. Et donc, typiquement, à la ville et à la métropole, en l'occurrence à la métropole, nous avons un service qui traque les lieux en question pour ensuite soit les utiliser dans notre propre dispositif et renouveler nos places qui sont perdues progressivement par le rendu des commodes antérieurs, soit les proposer aux associations, et je laisserai évidemment Utu d'en parler ensuite. Le truc, c'est que ça ne suffit pas de faire de l'hébergement, et Nicolas l'a dit, et tout le monde le sait ici, j'en suis sûr, hein, il faut faire tout le reste que j'ai évoqué, et hébergement, ça ne va pas sans tissu associatif, sans transport, sans aide aux démarches, sans équipe capable de faire un diagnostic millimétrique des situations de chacun, chacune, pour aider à les démêler progressivement, pour les ramener au droit courant. Et ça, c'est absolument pas un petit sujet. Voilà, je terminerai peut-être par un mot. Et il est très important à mon sens, et je peux vous assurer qu'il est, voilà, j'en ai une conscience très forte et avec la mère. Il faut bien se rendre compte que lorsque l'on se lance dans ce genre d'action, alors d'une part, je vais le dire quand même très simplement, c'est aussi l'occasion de prendre quelques coups parce qu'on est rapidement pointé dans son incapacité à régler le problème, tout en étant hors compétence. Hein. Mais voilà, pour des tas de raisons, y compris des fois très politiques, des fois au mauvais sens du terme, c'est aussi se retrouver sous le feu des projecteurs de ce point de vue-là. Mais avant tout, et je reviens aux personnes et non pas à des choses de ce type-là, c'est accepter, et j'en suis désolé, et peut-être que mon propos va surprendre quelques-uns, mais je vous assure, je le vis au quotidien. Accepter d'agir même massivement, c'est aussi accepter qu'on va être condamné à la conscience douloureuse des limites que l'on a. Parce que le flux est continu, parce que vous pouvez créer 100 places, mais si vous voulez
Et si vous voulez régler le problème, c'est imaginer que vous pouvez le régler à l'échelle nationale, puisque évidemment, les gens se déplacent à l'échelle nationale. Et cette conscience douloureuse, elle est que vous pouvez créer ça en place tous les 2 mois, mais qu'il faudra le faire sans limite de temps pour pouvoir absorber le volume arrivant, d'autant que la politique nationale bloque les gens dans les dispositifs, puisque les démarches sont extrêmement difficiles. Et donc, quand je dis ça, je ne dis pas donc ne le faites pas, et donc surtout pas d'ailleurs, bien au contraire, faites-le, c'est une extraordinaire aventure, ça fonctionne, mais ne pas être surpris des limites que l'on a, qui en même temps, au contraire, ne doivent pas faire s'arrêter. Et enfin donc, le sujet, et je reviens à l'ensemble des gens présents, point de salut pour avancer mieux que d'envisager que tout le monde s'y mette, parce que là, pour le coup, je pense qu'on tiendrait un vrai levier, du plaidoyer jusqu'à l'action locale dans les hébergements. Merci beaucoup pour ce propos très complet. Est-ce que vous auriez, en tant qu'élu, alors peut-être pas, hein, mais des idées de comment est-ce qu'on peut convaincre une collectivité qui n'est pas forcément hostile à ce sujet, mais qui craint un peu, comme vous venez de le dire, de mettre le doigt dans un engrenage qui finisse par la dépasser. Voilà, est-ce que du coup c'est l'inviter à se rapprocher de l'Envita, à contacter d'autres municipalités, enfin voilà, est-ce que vous avez d'autres idées, d'autres conseils pour les gens qui nous écoutent et qui sont activement engagés sur ces sujets-là? En fait, c'est se mettre en réseau, effectivement, parce que pas besoin forcément d'inventer la roue, en sachant bien sûr qu'il y a un sujet majeur autour de ça, hein, c'est que il faut des moyens. Parce que par contre, tout ça ne se fait pas à l'huile de coude et à l'injonction hors sol, hein, de je vais régler le problème. Il faut des moyens, à minima, hein. Alors, à minima, j'ai honte de ce que je viens de dire, je le retire, hein, puisque nous, typiquement, on engage, et j'insiste, hein, c'est un choix, et c'est pas comme des fois on m'attaque quand je pars sur ce type de propos, mais non, je ne m'en plains pas, je dis que c'est un choix positif. On engage entre 2,5 et 4 millions d'euros par an sur cette mission. 2,5 si on pense strictement la structuration, 4 si on pense l'ensemble des choses, y compris par exemple la gratuité scolaire, etc., pour toutes les personnes concernées. Alors évidemment, si je dis ça, je fais peur à plein de gens, donc surtout pas, parce qu'évidemment, chacun engage de ce qu'il peut et au volume de les choses. Et une petite commune, et j'ai des exemples par paquet dans la métropole de Rennes, une petite commune qui veut mettre 2 biens à disposition, c'est déjà un effort national majeur, ultra positif. Et que ça, évidemment, ça ne représente pas la totalité de ce qu'on fait. Je vais dire une chose, c'est que la ville fait ce que je raconte, mais en soutien avec la métropole. Et quand je disais que nous hébergeons 150 personnes, si on ajoute tout ce que les associations hébergent sur le territoire métropolitain, on est à 1400 personnes. Euh, donc voilà, des fois j'entends un procès en non-action nous concernant. Je vous avoue que voilà, la pilule passe mal quand même quand je vois à quel niveau nous en sommes au niveau métropolitain. Mais on en est là aussi parce que d'abord on a des associations absolument incroyables et vous allez vous rendre compte à quel point c'est vrai avec étude, mais en rappelant aussi que les assos ont besoin de soutien, Nicolas disait, et que typiquement on a de soutien. On a le soutien de la recherche des commodas pour les leur proposer, ils en trouvent par eux-mêmes aussi. Mais on a aussi un soutien financier majeur, puisque tout bien mis à disposition dans la métropole fait l'objet du remboursement de la moitié des fluides par la métropole. Et que sans ça, les associations ne seraient pas en capacité. Donc voilà, de tout faire, j'entends. Donc en fait, ne pas avoir peur de faire à sa valeur, y compris à ses reins financiers, et encore une fois, une maison, c'est énorme. Voilà, c'est pas un concours aux chiffres. Et d'autre part, un autre sujet peut-être important, c'est que ça ne suffit pas et qu'il faut un minimum penser le terreau autour de l'hébergement. Et donc le lien associatif, le sujet des transports, le sujet de la domiciliation, le sujet de l'accueil social. Mais finalement, quand on y pense, toutes les villes le font déjà pour leurs personnes en difficulté. Donc ça n'est que ajouter quelques personnes en fonction du volume que l'on a, de disponibilité de lieux, à ce que l'on fait déjà par les CCAS, même les tout petits CCAS. Ok, merci beaucoup. On a une question dans le chat, alors qui est un petit peu technique, je ne sais pas si l'un de vous deux a la réponse, mais la question c'est est-ce que vous parlez de la réquisition avec attributaire? Alors je ne suis pas pour le coup Alors, qualifiée.
Je ne suis pas juriste et je ne saurais pas vous. Alors non, parce qu'en fait, on fait pas de réquisition. Alors nous, on ne fait pas de réquisition. Je vais laisser Nicolas peut-être compléter par rapport à cette question-là. Je vous le disais, nous cherchons des biens et nous entrons dans un cadre contractuel, légal autour de ça. J'ai oublié de le dire, mais nous avons aussi des biens que nous avons acquis, puisque nous avons un lieu où nous logeons une centaine de personnes, hein, qui est un lieu que nous avons acquis. Voilà, enfin, on peut faire plein de choses différentes. Nous, à chaque fois, quand on parle réquisition, je réponds que nous avons plutôt assumé d'acheter des biens d'une part, et d'autre part, encore une fois, de développer et d'industrialiser, pardon, le process des quotas, qui sont en fait la manière très simple et contractuelle et volontaire avec les gens à qui appartient le bien de l'occuper, hein, sur des périodes qui peuvent aller sur plusieurs années en plus, hein. Ok, Donc, super. peut-être. Et avant que vous deviez partir, parce que vous avez une contrainte de filer un peu avant 9h15, il y a une question aussi sur combien d'agents travaillent pour cette mission d'hébergement d'urgence. Est-ce que c'est des postes financés par la ville ou par la métropole? Je ne sais pas si là-dessus vous avez les ordres de grandeur à peu près. Mais je n'ai pas un ordre de grandeur, je les connais toutes et tous par cœur. Il y a actuellement 8 personnes qui travaillent. Nous sommes partis de une, hein, il y a 7 ans, hein, 8 ans, j'étais pas là. Nous avons un service entier structuré qui est en termes de financement, mais aussi d'organisation, y compris pour des questions de compétences et de liens aux services multiples nécessaires, qui est mixte ville métropole. CCAS, le trépied. Voilà, D'accord, donc un service de 8 personnes qui regroupe des agents du CCS, de la métropole et de la ville de Rennes. tout à fait. Merci beaucoup. Oui, je trouve aussi très intéressant ce que vous me dites de pouvoir engager les collectivités à la fois sur ce sujet du toit et de l'hébergement en tant que tel, avec les logements mis à dispo, le foncier, mais aussi sur tous les sujets connexes à la vie des personnes sur le territoire et qui rejoint un peu l'accueil, en fait, dont parlait Nicolas, mais qui va être tous les services, vous les avez mentionnés, transport, école, action sociale, loisirs, et qu'il y a aussi des leviers de ce côté-là qui peuvent peut-être aussi parfois mettre un pied dans la porte ou rentrer par aussi un sujet qui n'est pas directement celui de l'engagement très concret d'un toit. Parce que je pense que vous l'avez bien dit, mais c'est vrai qu'un toit, ça engage. Enfin, à la face, on est très attaché, je pense que vous le savez toutes et tous, au sujet de la continuité de l'accueil. Et c'est vrai que c'est pas à prendre à la légère, comme vous le disiez, parce qu'une fois qu'on est engagé là-dedans, c'est potentiellement pour du long terme ou quelque chose d'assez structurant, quoi. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si Emmanuel est arrivé. L'idée, c'était de donner la parole, effectivement, du coup, à une association du territoire avec un toit, un droit. Oui, Oui, bonjour. si. Super. Bonjour, 35 bienvenue. minutes. Parfait. Et ben, Je suis merci désolée du beaucoup. retard. Non, il n'y a pas de souci, c'est les aléas du direct. L'idée, c'était que vous puissiez aussi nous parler du point de vue associatif, quoi, présenter peut-être votre association rapidement, ses actions, et puis quel lien vous avez avec du coup les collectivités, donc Ville de Rennes, Métropole, et puis quels sont votre retour d'expérience dans vos actions de ces partenariats, associations, collectivités, qui sont parfois plus récents ou qui ne sont pas forcément État-collectivité, État-association, pardon, pour ce qui est de l'hébergement. Mais voilà, si vous pouvez nous faire un petit retour d'expérience et de... Voilà. Bonjour tout le monde. Donc, Emmanuel, je suis la coordinatrice de l'association Un Toit, c'est un droit depuis bientôt 3 ans. Je suis arrivée dans une période un peu compliquée, il y a 3 ans, en interne. J'ai pris un poste qui n'était pas simple à ce moment-là, mais l'association a très vite décidé d'embaucher. Du coup, très rapidement, on a été 2 salariés. J'évoquerai l'évolution au cours de la discussion. J'ai d'ailleurs à ce moment-là rencontré David Travers. Bonjour David. Alors l'association Un Toit, c'est un droit, elle existe depuis 2012 et elle date, elle émerge de la cession du DAL à l'époque. Et au début, elle fonctionnait sur des réquisitions de squat. Elle squattait en fait. Et puis, je crois que c'est en 2019. Alors après, je peux me tromper dans l'historique parce que j'étais pas là. Merci, Monsieur Travers. En 2019, il y a eu un squat à la poterie où a été décidé d'un commun accord de la création des commodas.
Et c'est de là qu'est partie la nouvelle version, si je puis dire, d'un toit c'est un droit qu'on connaît aujourd'hui. Les commodas, c'est des baux de courte durée, sans contrepartie financière en fait, avec, à la base en tout cas, des promoteurs immobiliers. Donc les promoteurs immobiliers mettent à disposition des biens qu'ils ont achetés, et avant d'en faire un projet immobilier, le temps que les procédures et tout ce qu'il y a à faire autour se mettent en place, mettent à disposition des associations, et essentiellement la nôtre, ces maisons. Alors le bail peut aller de 3 mois à 1 an renouvelable. On a des maisons qu'on a depuis effectivement quelques années maintenant. Donc moi, quand on est arrivé, on fonctionnait essentiellement comme ça. On avait une maison avec la collectivité, une collectivité qui était le département, je crois, et c'était Éclusières. Et alors là, je suis arrivé en 2023, janvier 2023, puis il y a une crise immobilière. Donc les promoteurs ont bloqué un peu tous les projets, ce qui fait que nos maisons, on les a gardées un bout de temps. Ça nous a arrangé. On n'a par contre pas eu de nouvelles maisons. On en a eu quelques-unes, mais pas énormément. Il n'y avait pas trop de turnover. Moi, mon collègue est arrivé juste après moi, donc on a été 2 très rapidement. Et on a quand même décidé de prendre de nouvelles maisons, de nouvelles personnes, parce que quand on est arrivé, il y avait 123 personnes hébergées, avec 14 bénévoles à ce moment-là, et 28 maisons, je crois, si mes souvenirs sont bons. Et puis on a accepté de nouvelles maisons, on a hébergé de nouvelles personnes, et on est arrivé à 240 personnes hébergées dans 30 maisons. Et là, nous, en tant que salariés, on a dit à l'association, on ne peut pas prendre plus en fait. Sinon, on ne va pas faire un travail de qualité parce que c'est beaucoup de responsabilités. Donc, voilà, on s'est arrêté là. Et l'histoire voudrait que le lendemain, littéralement le lendemain matin, on avait une réunion à la métropole qui nous sollicitait pour absorber le projet du Square Louis Armand, où des maisons squattées demandaient à rentrer dans notre dispositif, sachant que le programme hospitalité dont parlait David avait déjà absorbé 6 maisons. Il restait 9 maisons. Donc ça a été une discussion en interne importante parce que nous, moi je me suis positionnée tout de suite en disant, bah alors, en tant que salarié, on ne peut pas. On ne peut pas dans cet état-là, c'est pas possible en fait. Et donc la métropole a joué le jeu et nous a proposé de financer 2 nouveaux postes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes 4 salariés, avec 42 bénévoles très actifs et indispensables au fonctionnement de l'association. J'insiste parce que vraiment, c'est une asso qui fonctionne grâce aux bénévoles. Même si nous, on est là pour chapeauter le tout, mais c'est sans ce qu'on appelle des référents, c'est-à-dire c'est un peu les intermédiaires entre les habitants des maisons et nous, la structure, elle ne tiendrait pas. Voilà. Donc la métropole a financé la création de ces 2 postes. Nous avons donc accepté d'absorber le Square Louis Armand et, incroyable, la convention est signée depuis une semaine. Ça y est, nous avons la convention, donc le Square Louis Armand est officiellement voilà, dans le giron du TUD. Concernant les collectivités, moi j'ai un point de vue très personnel qui est très positif. Voilà. Je suis quelqu'un d'opérationnel, je suis quelqu'un du terrain. J'ai été embauchée pas par militantisme, mais vraiment parce que je venais du métier. Et pour moi, c'est logique en fait. Après, je suis arrivée, c'était déjà le cas. Hein, la métropole, les trois financeurs principaux de l'association à l'époque étaient Rennes Métropole, la mairie et la Fondation Abbé Pierre à l'époque, Fondation pour le logement des défavorisés aujourd'hui. Et c'était un tiers les subventions. Aujourd'hui, on n'est plus dans ce ratio-là parce que Rennes Métropole, du coup, finance de façon très sérieuse la création de 2 postes, et vous le savez, ça a un certain coût, plus les fluides, comme le disait David Travers. Donc, je crois que c'est 228 000 euros, hein, quand même. C'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est une grosse partie du budget. On a aussi la mairie qui finance encore pour un quart, du coup, aujourd'hui, et la Fondation pour le logement aussi. Personnellement, les rapports que j'ai avec l'ensemble des collectivités avec lesquelles je travaille, c'est-à-dire la métropole, la mairie, mais aussi un peu le département pour les biens qu'on a pu avoir, sont très cordiaux, très bons. Et personnellement, vraiment, je prends ça comme un partenariat, hein, c'est-à-dire qu'on travaille ensemble. Le programme hospitalité dont parlait M. Travers fait à peu près la même chose que nous. On a en plus, nous, cette âme de militants.
qui est très très important au sein de l'association et qu'on a tenu à garder. Et ça a été accepté tout de suite par les partenaires. Hein. La métropole a dit qu'il n'y avait aucun problème. Donc la métropole ne peut pas mettre son nez dans notre fonctionnement, entre guillemets. Voilà. Elle demande les chiffres, à savoir combien on héberge de personnes. Et voilà, ça se limite à ça. Combien d'hommes, combien de femmes. Voilà. Point barre. Le bilan, le rapport d'activité, quoi. Mais sur comment nous on fonctionne, les combats qu'on mène, les manifestations auxquelles on participe, quelle association on soutient en parallèle et tout, là-dessus on n'a jamais de discussion parce qu'ils nous font confiance. Hein, je pense que David Travers pourra en témoigner. Donc vraiment, moi à chaque fois j'ai l'impression qu'on travaille ensemble hein, et régulièrement. Alors pour ce qui est de la métropole, je travaille beaucoup avec Alexandre Simon et Nathalie Demellet. Pour la mairie, c'est M. Travers, alors on ne se voit pas souvent, mais je suis en lien très régulier avec le programme hospitalité de la ville de Rennes et notamment Camille, qui connaît les situations de toute la ville. Et puis, voilà, nos bénévoles, le réseau des bénévoles qu'on anime de façon très régulière aussi, des réunions dans les maisons. Voilà. Alors, la typologie de la soie a un peu changé, donc par son accroissement, effectivement, hein, parce qu'aujourd'hui, donc je vous disais, je suis arrivée, on était à 123 personnes, j'ai plus exactement les chiffres, mais 23 maisons, 168 personnes. Aujourd'hui, on est à 300 personnes dans 40 maisons. Est-ce que vous pouvez peut-être nous dire, vous, en tant que salarié, est-ce que vous avez plutôt un profil travailleur social ou plutôt aussi gestion technique? Parce que je sais que ça peut être un petit sujet dans les maisons parfois. Enfin, voilà, votre rôle aussi avec les bénévoles, comment vous intervenez auprès des personnes et peut-être aussi si est-ce que c'est des maisons partagées? Donc, est-ce qu'il y a plusieurs familles, du coup, qui vivent dans une même maison Ouais. Ouais, si vous pouvez peut-être expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Ouais, bien sûr. Alors, moi, personnellement, je suis donc coordinatrice de l'association. J'ai été embauchée en tant que travailleuse sociale. Après, j'ai un parcours qui est assez atypique professionnellement. J'ai fait beaucoup de choses très différentes. Mais j'ai aussi vécu beaucoup en Afrique. Donc, j'avais aussi une connaissance des publics migrants. J'ai travaillé pour Adoma à l'époque, pour Coalia. Voilà, c'est des grosses structures, hein, rien à voir avec UTUD aujourd'hui, mais je suis ravie d'être à UTUD. Ouais, je suis très contente d'être à UTUD. Pour la partie technique, on a des salariés pour ça. Il y en a 2 qui sont gestionnaires de logement et eux, ils sont vraiment sur la partie technique des maisons. Organiser les déménagements, régler tous les petits problèmes techniques des maisons. Mais ils font aussi un peu d'accompagnement hein, parce que forcément, c'est finalement eux qui sont le plus au contact des familles parce qu'ils sont quotidiennement dans les maisons. Donc, ils font le lien un peu entre eux et nous, les bénévoles et tout ça. Et alors, comment ça fonctionne dans les maisons? Alors, c'est quasiment que des maisons partagées. Parce qu'on part du principe que si on met une famille dans un logement, on va avoir beaucoup de mal à les accompagner vers la sortie. Et c'est quand même l'objectif, hein, bien évidemment. Nous, quand on accueille des familles, c'est de façon relativement inconditionnelle. Je mets le mot relativement parce que bien évidemment, quand il y a des excès ou qu'on va trop loin, là, il y a discussion. Mais de façon générale, nous, on intègre des personnes qui sont sans papier, à la rue, très souvent déboutées du droit d'asile. Et contrairement au programme hospitalité de la ville de Rennes, on ne prend pas que des familles avec enfants. Donc on est un peu, nous, la solution pour les célibataires, qui eux aussi ont besoin d'un toit, même si tout le monde a besoin d'un toit. Hein. Mais voilà, donc on pallie un peu à cette condition que la mairie a posée pour son programme hospitalité, qui, eux, prennent en charge que des familles avec des mineurs. Voilà, nous, on n'a pas ce critère-là. On prend vraiment des gens qui sont dehors et qui n'ont rien. Voilà. On n'a pas de condition de durée. L'objectif, c'est obtenir des papiers, puis un logement social, s'insérer. Voilà. En ce moment, on a une vague un peu de régularisation et de logements sociaux, donc ça, c'est super. On est très contents. C'est assez rare pour le souligner. Et c'est vrai que si la préfecture faisait son travail et régularisait de façon plus simple les gens, on n'aurait pas toutes ces problématiques. Moi, je rejoins entièrement David Travers sur ce qu'il disait sur le flux, parce que là, en ce moment, on a un problème avec l'espace commun Simonif qui est squatté, par exemple. Donc, c'est une mairie de quartier dont le bâtiment appartient au département qui est squatté par des sans-papiers depuis 3 semaines. Moi, c'est ce que j'explique, c'est que c'est effectivement, comme dit David, ils sont en train de chercher des solutions pour reloger ces 126 personnes.
Mais il y en a d'autres qui arrivent en fait, hein. C'est non-stop. C'est non-stop. Donc si la préfecture faisait son boulot et nous aidait un petit peu en régularisant de façon plus simple les gens qui méritent en fait d'être régularisés parce qu'ils sont dans le droit, ils ont fait leurs 7 ans, ils ont leur diplôme de français B2, ils peuvent justifier de leur présence sur le territoire, mais ils ont eu une OQTF il y a 7 ans, donc non, finalement tu n'auras pas ton papier. Voilà, c'est que des choses comme ça. Bah, ça bloque tout. Ça bloque tout parce que du coup on n'a pas de turnover. Nous, c'est difficile. Moi, personnellement, honnêtement, je reçois facilement en ce moment, 10 demandes par jour d'hébergement. J'ai même plus de liste d'attente. Ça sert à rien. J'ai pas de place. Si je prends une liste d'attente, en un mois, j'ai 1000 personnes, quoi. Bon. Donc ça Et sert à peut-être rien. aussi pour l'entrée, enfin, du coup, on comprend qu'effectivement, comme tous ces sujets-là, l'entrée n'est pas si fréquente dans le dispositif. Mais est-ce que du coup, vous avez votre propre mécanisme d'entrée dans les maisons ou est-ce que Oui. c'est coordonné avec le SIAO ou d'autres mécanismes locaux? Non, c'est votre propre fil actif quelque part. Exactement. C'est ce que je Ok. disais tout à l'heure sur le Oui, en fonctionnement lien. propre à l'assaut. Là, il touche Hmm. pas. Après, bien évidemment, qu'on se concerte. Moi, je suis contactée par le programme hospitalité, par, pas le 115 directement, mais par des travailleurs sociaux des CADA, par des CCAS. Bon. Le truc, c'est que bon, nous, comme je vous disais, les critères, c'est pas de papier à la rue. Voilà, ça, c'est vraiment les 2 critères qu'on prend. Mais après, si vous voulez, là, je vais prendre l'exemple. J'ai une maison où j'ai 5 familles, ils sont déjà 18 dans la maison, j'ai 2 chambres qui se libèrent. Bah, je peux pas, qui sont toutes petites. Je suis obligée de prendre en compte ces critères-là. C'est-à-dire de me dire, bah, c'est des petites chambres, donc je peux pas mettre des grandes familles. Et puis j'ai déjà 5 familles, donc la maison est déjà surchargée, je n'ai que 2 salles de bain. Donc là, on se dit, bon, bah là, on a 2 places pour 2 célibataires, en gros. Ok. Voilà. Ou alors, je vais avoir une maison où je sais qu'il y a des tensions entre communautés, parce que ça existe, on va pas se mentir. Je vais pas aller me rajouter une charge de travail en me disant, c'est pas grave, inconditionnel, on prend tout le monde. Non, il faut le reconnaître. Si là, il y a des Albanais qui s'entendent pas avec des Kosovars, je vais pas aller mettre des Kosovars. Je le reconnais. Mais bon, c'est-à-dire que quand on a 300 personnes, si je m'ajoute des difficultés comme ça, on s'en sort pas, quoi. Donc oui, Et on a alors, des je critères me qui peuvent être permets. subjectifs. Ok, merci beaucoup pour toutes ces explications. Il y a une petite question dans le chat. Alors, Monsieur Travers est parti, mais n'hésitez pas à prendre son adresse mail. Il l'a laissée et je pense qu'il sera OK de répondre à vos questions, notamment si vous êtes une ville. Mais il y avait une question, et peut-être que du coup, Emmanuel, Nicolas, vous avez des visions là-dessus. C'était que souvent, enfin, parfois, les biens qui peuvent vous être mis à disposition peuvent être peut-être un peu vétustes, vieillissants, et qu'il peut y avoir des coûts de travaux de maintenance importants. Donc, comment fait la ville, mais du coup, comment vous négociez peut-être aussi avec la ville, la métropole, etc., pour absorber les coûts d'investissement ou de fonctionnement de ces biens? Quelles sont peut-être vos limites et est-ce que des fois vous dites non à des biens en disant bah, ils sont trop vétustes, on ne comprend pas comment ça se négocie et ce sera peut-être la question de la fin puisqu'il sera il est 9h26 et on devra bientôt terminer. Je ne sais pas si Alors en oui, quelques minutes vous avez une réponse à ce sujet. oui, moi j'ai une réponse, c'est exactement ça. On a très souvent des biens, on a de temps en temps des pépites. Honnêtement, on a des pépites. On a des maisons incroyables et on a des maisons qui sont dans des états où on les refuse parce qu'on se rend compte que le coût des travaux va être beaucoup trop élevé et que la durée du commodat va être trop courte. Là, on a refusé une maison à Chartres de Bretagne parce que vraiment, là, c'était pas possible. Ensuite, bah, c'est nos budgets qui financent, hein. Là, en ce moment, on fait des travaux à hauteur on a eu une enveloppe. Moi, je vais être très transparente, hein, je ne sais pas si ça se fait ou pas, mais on a eu une enveloppe de 30 000 euros pour faire des travaux dans 2 maisons. Pourquoi? Parce que c'est 2 maisons qu'on a, une pour 7 à 10 ans et l'autre pour 4 à 7 ans. Donc nous, on se dit, là, il n'y a pas photo, on fait des travaux, ça nous héberge 3-4 familles par maison. Donc là, voilà. Après, voilà, on prend un certain nombre de critères, quoi. Je voulais juste rajouter que depuis quelques mois, toutes les maisons qu'on a rentrées viennent de la métropole. Toutes. Les 5 dernières maisons là, que j'ai eues sont grâce à Alexandre Simon, que je ne sais pas s'il est dans le coin ou qu'il l'entendra, mais merci Alexandre Simon de la métropole, qui a répondu à nos demandes dans l'urgence. Voilà, je devais rendre des maisons à des promoteurs, il m'a trouvé des maisons. Alors, dans la métropole, du coup, donc les gens sont un peu moins contents parce qu'ils sortent de Rennes et du centre. Mais bon, quand on est dans Rennes Métropole, on dépend du réseau Star, des bus, enfin, c'est quand même, ça va. Et c'est des maisons, du coup, pour nous, plus confortables parce que pour des durées plus longues, en fait. Ok. Là, j'ai Oui, des donc maisons pour 7 ans. il y a cet arbitrage quelque part entre le coût des travaux et la durée
de la mise à disposition, etc. Alors, Exactement. ça va être peut-être le mot de la fin bientôt parce qu'il va être 9h30. Mais je vous remercie tous les trois pour ces interventions. Je trouve que ça a bien illustré à la fois comment les collectivités, elles s'engagent à la fois sur des choses très concrètes, le foncier, le bâti, parfois des équipes salariées propres, le financement d'associations, et aussi sur le plaidoyer via l'Envita, via les relations qu'elles ont au quotidien avec l'État pour faire valoir que c'est pas la solution en fait que les collectivités hébergent parfois massivement en fait pas mal de personnes sur leur territoire. Et je trouve que le plaidoyer, on voit bien à quel point il se joue à deux niveaux, au niveau du droit au logement et du droit à l'hébergement, et aussi au niveau de l'accès au droit, en fait, et de ce sujet qui nous impacte tous et toutes sur tout le territoire national, de l'accès au droit au séjour, aux préfectures, qui est de plus en plus complexe, varié, et du coup qui laisse des milliers de personnes sans solution et sans perspective à court terme. Euh, ouais, merci Rennes. Je vois pas mal de retours dans le webinaire. C'était très intéressant aussi d'avoir les différents niveaux à Rennes. Alors, le webinaire, il sera disponible en replay sur le site d'Un Toit pour tous, normalement. Donc, vous pourrez le retrouver sur le site d'Un Toit pour tous. Je pense que cette expérience de l'Ouest a pas mal éclairé voilà, les acteurs d'Auvergne-Rhône-Alpes, parce qu'Emmanuel, effectivement, je pense que les participants au webinaire étaient plutôt situés dans la région de Lyon, Grenoble, etc. Voilà, je ne sais pas si vous voulez dire un dernier mot avant qu'on conclue sur bah voilà, l'engagement des collectivités dans la lutte contre le sans-abrisme et peut-être vos souhaits pour l'avenir. Bon, on n'a pas préparé vraiment ce moment de clôture, mais si vous avez un dernier mot pour la fin, n'hésitez pas. Bah, écoutez, moi, je pense que voilà, hein, vous avez mon ressenti sur le partenariat avec les collectivités que je trouve hyper positif. Effectivement, c'est pas de leur ressort et pourtant ils font vraiment ce qu'il faut. Donc voilà, moi personnellement, je suis très satisfaite. Et puis en plus, c'est des gens incroyables, hein, tous ces gens-là. Ils mettent un temps et une énergie folle à régler toute cette situation qui ne sont pas de leur ressort. Et merci à eux, merci à vous de nous avoir écoutés. J'espère que la région Rhône-Alpes. Alors, il y a le réseau Toile. Je ne sais pas si vous connaissez le réseau Toile, des maisons accueillantes qui est un peu partout sur le territoire. Et il y a des maisons en Rhône-Alpes, il y a des maisons dans la Drôme, il y a des maisons dans le Nord. C'est pas mal, hein, vous pouvez regarder sur Internet. Réseau Toile, maisons accueillantes. Réseau Toile, maison Eux, accueillante. ils Bah, regroupent merci l'ensemble des beaucoup. associations qui font de l'hébergement. Merci beaucoup Emmanuel aussi pour avoir présenté votre service et comment on passe un peu du squat au commoda tout en s'articulant bien avec nous sur le territoire. C'était très intéressant. Peut-être que vous serez contacté par des acteurs d'Auvergne-Rhône-Alpes à l'avenir pour échanger. Bah, je vais mettre mon mail et mon Allez, téléphone. ouais, super. Vous pouvez le mettre dans la conversation. Et Nicolas, est-ce que pour terminer, il y avait un mot de la fin, une action à venir de l'Envita, un plaidoyer qui vous tient particulièrement à cœur sur ces sujets-là? Ouais, bah, peut-être en mot de la fin, en guise de mot de la fin, c'est de se dire, là on a vu que c'est précieux quand même d'avoir des collectivités qui s'engagent et qui mettent des moyens pour assurer la lutte contre le sans-abrisme que l'État rechigne à faire. Il y a des élections qui arrivent très prochainement. Il ne s'agirait pas d'avoir des collectivités qui sont opposées à l'accueil et à l'hospitalité. Donc je crois qu'il y a une mobilisation à porter dans ce sens-là, et je crois que c'est aussi le sens des rencontres qui auront lieu à Grenoble de Un Toit pour tous la semaine prochaine. Donc, n'hésitez pas à vous y rendre. Et puis du côté d'Anvita, du coup, on a sorti un manuel qui s'appelle un manuel pour un mandat accueillant. C'est disponible sur le site de l'Anvita, où l'idée c'est de montrer justement, enfin faire un bilan de ce qui a été fait dans les différentes collectivités Anvita entre 2020 et 2026 sur ce mandat-ci, pour avoir une collectivité accueillante et transmettre justement aux prochaines collectivités qui se lanceront en 2026 sur ces projets-là. Donc si ça peut servir, n'hésitez pas à vous en saisir. Super, merci Mais le lien dans beaucoup. le chat. Merci beaucoup. Et oui, et côté face, bah, effectivement, on rejoint un peu tous les plaidoyers qui ont été portés. Mais ce qu'on observe sur tout le territoire, c'est qu'effectivement, avoir des collectivités qui s'engagent, c'est hyper précieux. C'est forcément un atout dans la lutte contre le sans-abrisme. Rien n'est tout noir ou tout blanc. Et souvent, ça favorise aussi un vrai contre-pouvoir avec l'État et un vrai moyen d'ouvrir des négociations, des espaces de dialogue, aussi pour les populations qui sont les plus écartées des dispositifs et donc les populations isolées. Et ça, c'est
vraiment hyper précieux et important. Donc voilà, vous avez pas mal de ressources dans le chat. Peut-être qu'on pourrait les mettre en dessous du webinaire pour le réseau toile ou aussi l'outil de l'Envita. Et puis je vous remercie et je vais clôturer sans transition le webinaire. Donc on va se quitter un peu comme ça. Merci à tout le monde pour ce matin et merci Emmanuel et Nicolas pour vos interventions. Et David. Merci à toutes et à tous. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Au revoir, merci.